Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle série, nouveau format de chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné pour YouTube, bon, je suis encore habituée parce que je tourne pas mal de vidéos pour Patreon, mais si je bafouille un peu, ne m'en veuillez pas parce que finalement c'est assez intimidant de revenir ici, voilà. Ne m'en veuillez pas si je cherche un petit peu mes mots et tout ça. Je pense que je retrouverai mes réflexes d'ici quelques vidéos. En tout cas, du coup, première vidéo du nouveau format de chaîne. J'aimerais en fait vous proposer un contenu un peu différent de ce que je faisais avant, à savoir plus vous parler de... Au lieu de vous montrer ce que j'ai tricoté, par exemple, projet terminé, projet en cours, achat et tout ça, ce format-là de podcast, il me correspond plus trop parce que projet terminé, en fait je vous les montre, mais je vous les montre souvent bien 2-3 mois après qu'ils aient été terminés parce que je vous les montre au moment de la sortie. Projet en cours, du coup je peux plus vous montrer grand chose, et puis achat j'en ai plus donc j'en ai plus parce que maintenant j'ai ma propre gamme de laine, donc je n'achète plus en fait de laine à part ça. Du coup c'est plus très intéressant, enfin c'est plus très adapté en tout cas à ce que je vous propose, ce format. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de, au lieu de vous montrer une série de projets terminés, de vous parler plutôt par exemple de temps en temps d'un patron et de vous expliquer un peu comment je l'ai réfléchi, pourquoi j'ai fait tel choix, pourquoi... Voilà, plus de vous parler de mon processus créatif pour que ce soit plus intéressant pour vous, j'espère. Et puis de varier vraiment les formats, j'ai envie de pas me limiter en fait sur les formats que je peux vous proposer ici. Donc pas faire forcément que des vidéos face cam, mais peut-être aussi de temps en temps tourner des vlogs. Là bientôt, ce week-end je vais au festival Bière Hélène à Nantes, donc j'essaierai de filmer quelques images pour une prochaine vidéo. Le week-end d'après je vais à Bruxelles faire une vente dans la boutique Sip & Knit, donc ce sera l'occasion aussi de vous montrer un peu les coulisses, l'organisation en amont, la vente en elle-même et tout ça. Et je pense que ça peut être des vidéos sympas pour vous à regarder. Et puis peut-être de temps en temps qu'il y aura un podcast à l'ancienne, notamment si j'ai des choses en couture à vous montrer, pourquoi pas. J'aimerais bien, mais pour l'instant c'est pas le cas, mais peut-être dans les mois à venir. Donc voilà, et aujourd'hui si je vous retrouve pour cette première vidéo, du coup c'est pour vous parler des laines en particulier et pour vous expliquer un peu le processus créatif derrière cette gamme de laines. Parce que finalement sur Instagram j'en ai parlé rapidement en story, mais c'est très succinct parce que je peux pas faire des stories, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais voilà, je peux pas faire des stories aussi longues, et puis ça permet pas assez de rentrer dans le détail, et je me suis dit que voilà, ça pourrait être intéressant de vous expliquer, parce que j'ai sorti une gamme de laine, mais de vous expliquer la réflexion qu'il y a eu derrière, pourquoi telle ou telle couleur, pourquoi telle matière, pourquoi tel choix de filature, voilà, tout ça. Et c'est un processus que j'ai déjà expliqué sur Patreon en fait quand c'était en cours de création. Mais là c'est l'occasion de revenir dessus du coup pour les personnes qui ne me suivent pas sur Patreon, et puis de vous raconter l'histoire de ces laines. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti ma gamme de laine en avril dernier. Une gamme de laine industrielle, hein, c'est pas de la laine teinte à la main du tout. Et pourquoi j'ai eu envie de créer cette gamme de laine? Parce qu'en fait, donc il faut remonter 2 ans en arrière. Il y a 2 ans, j'ai quitté mon job pour me consacrer à temps plein à ma marque. Loli l'a fait, donc où je proposais uniquement à l'époque des patrons de tricot.
Et puis je réfléchissais du coup en me lançant à temps plein sur cette marque à comment diversifier un peu mes activités. Donc déjà j'ai eu l'occasion de créer des petites collections saisonnières qui vous ont vachement plu et je m'éclatais à faire ça, donc c'était super. Et puis dans un coin de ma tête, on va dire, le goal ultime, c'était de pouvoir créer ma propre gamme de laine, parce que alors j'ai tout de suite su que je voulais pas faire de laine teinte main déjà, parce que je trouve qu'il y a déjà énormément de personnes qui en font et qui le font très bien, et je voyais pas ce que je pouvais apporter à cet artisanat. Donc je savais que je voulais pas faire de laine teinte main. En revanche, je trouvais que en France, à l'époque, il n'existait pas trop de gamme intermédiaire, on va dire, entre les laines teinte main qui sont parfois vraiment très très chères, et enfin très chères, pas de jugement par rapport à la quantité de travail qu'il y a derrière, hein. Je parle pas de, comment dire, le prix est justifié par rapport à la quantité de travail qu'il y a derrière, ça je le dénigre absolument pas, juste par rapport au prix d'achat client. C'est vrai, quand on veut faire un pull, avec du mohair et tout, ça fait des budgets qui sont quand même assez importants, et tout le monde n'a pas les moyens de se payer ce genre de laine. Donc il y a les laines teinte main, et puis après il y a des laines vraiment très très abordables, mais où la qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Et je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'intermédiaires, en tout cas dans les marques françaises, parce qu'il y a des marques comme Knitting for Olive, comme Lang, qui le proposaient déjà, mais à l'étranger. Donc j'avais cette idée dans un coin de ma tête de pouvoir créer ma propre gamme de laine qui soit hyper quali, mais produite de manière industrielle et de façon à avoir des prix clients qui soient assez abordables. Donc voilà l'idée de base. Bien sûr, ça n'a pas été... Enfin, c'est pas quelque chose de simple, parce que derrière il faut trouver les fournisseurs, il faut se renseigner, tout ça. Et ça a pris énormément de temps. Donc j'ai commencé à chercher à ce moment-là, à déjà écrire les critères que je voulais pour ma laine. Donc le critère numéro 1, c'était la provenance et la fabrication française. Ça, c'était mon critère number 1 au moment où j'ai commencé à réfléchir à cette gamme de laine. Ensuite, j'avais d'autres critères qui étaient la qualité de la fibre et aussi la qualité éthique. Donc la qualité de la fibre en elle-même, ses propriétés en fait, et aussi la manière dont elle est produite, donc sa qualité éthique. Donc ça, c'était deux autres gros critères, et le troisième gros critère, c'était le prix, puisque je vous disais, moi j'avais en tête de pouvoir avoir un produit fini qui soit abordable et qui soit un intermédiaire en fait entre des laines vraiment très peu chères type Drops, je sais pas qui d'autre fait des laines très peu chères, mais type Drops, ou alors des laines après teintes à la main, où là il y a un travail d'artisanat derrière et le prix est beaucoup plus élevé. Donc ça, c'était les 4 critères. Et le numéro 1, je vous dis, était la provenance. Je tenais vraiment à ce que ce soit fait en France et avec des fibres françaises. Et là, je me suis heurtée à la réalité qui est qu'en fait, en France, on ne valorise pas du tout la laine. Donc il y a quelques élevages qui produisent de la laine, notamment pour les mérinos d'Arles en fait, qui produisent de la laine, mais là on est sur une laine assez rustique et c'était pas ce que je cherchais pour une première gamme de laine. Moi je voulais quelque chose de plus accessible entre guillemets à tous. Donc c'était pas le mérino d'Arles, je l'ai écarté tout de suite. Pourquoi pas en faire un jour, parce que c'est des laines qui ont des propriétés hyper intéressantes,
Et je pense que ça compléterait bien ma gamme, mais c'est pas d'actualité tout de suite. Et ça l'était pas pour la création du coup de mes premières bases. Du coup le mérino d'Arles je l'ai écarté et je cherchais plus des laines un peu plus souples, un peu plus douces et super wash parce que je voulais qu'on puisse les utiliser pour tout le monde. Donc voilà, ça c'était les critères. Et là je me suis rendu compte qu'en France ça n'existait pas. C'est-à-dire que les filatures donc, qui filent encore et qui teignent encore en France ne travaillent pas avec des fibres françaises. Donc elles vont s'approvisionner en laine, beaucoup en Australie, Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud. Donc c'est les gros producteurs notamment de mérinos. Sauf que ces pays-là sont pointés du doigt sur les conditions d'élevage des moutons. Il y a eu notamment un scandale sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande il y a quelques années qui a révélé la pratique du mulesing, donc qui est une pratique horrible qui consiste à couper à vif les fesses des moutons pour éviter la prolifération de bactéries en fait à cause de la masse de laine qu'ils ont à cet endroit-là. Donc c'est hyper barbare évidemment. La grosse majorité du mérino des marques que vous pouvez tricoter provient de ce genre d'élevage. Moi j'en avais absolument pas conscience avant de faire les recherches pour ma marque, hein. Donc voilà. Et aussi la grosse majorité du mérino qui produit vos vêtements du commerce en prêt-à-porter provient de ce genre d'élevage. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris et je suis un petit peu tombée des nues en voyant ça parce que je m'imaginais que le Made in France était synonyme de qualité et de qualité éthique sur la provenance des animaux, alors que pas toujours. Ça peut l'être, mais pas toujours. Donc voilà, donc en fait je me suis rendu compte que si je respectais mon critère numéro 1, à savoir la provenance, la fabrication française, et bien du coup je devais faire une croix sur mes autres critères, et notamment sur l'éthique, qui est quand même un critère important. Et là c'était un peu le dilemme de est-ce que finalement aller fabriquer une laine à l'étranger mais qui provient du même pays où elle est filée c'est plus impactant écologiquement que de faire fabriquer une laine en France mais qui elle-même a parcouru le monde pour venir jusque là. Donc voilà, la différence pour moi était finalement faible et c'est ça qui m'a décidé à les fabriquer à l'étranger. Donc là j'ai élargi à l'Europe et s'est posé un peu le même souci, donc notamment l'Italie qui est un pays qui file beaucoup de laine. S'est posé le même problème, c'est-à-dire que si on voulait de la laine un peu plus éthique, on pouvait y aller mais sur des laines plus rustiques, non super wash et tout ça, et c'était pas ce que je recherchais. Et donc là j'ai élargi au monde et j'ai eu connaissance aussi en fait il y a 3 gros pôles de production de mérinos dans le monde. Il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Australie et il y a l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud pour le coup est un pays où les normes éthiques sur l'élevage des moutons sont très strictes. Il y a des labels qui sont des labels indépendants et qui sont décernés, qui sont attribués en fait à la production de ce pays-là, enfin à la production qui est faite dans les filatures dans ce pays-là en particulier, mais évidemment ça peut être attribué à d'autres pays s'ils respectent les normes. Et voilà, et en termes de qualité, je savais qu'ils produisaient des choses de très belle qualité parce que je savais notamment que le mohair de chez Knitting for Olive était produit là-bas
le mohair soie, et que c'est un des mohair soie qui est réputé pour être les plus doux sur le marché, et c'est vrai qu'il est d'une qualité incroyable. Donc je savais qu'en termes de qualité et de capacité de production, ils étaient calibrés pour ça quoi. Donc j'ai pris contact avec plusieurs filatures en Afrique du Sud parce que évidemment il n'y en a pas qu'une. Donc j'ai pris contact avec plusieurs filatures, j'ai comparé un petit peu ce qui pouvait se faire là-bas. J'ai fait envoyer des échantillons de plusieurs bases pour que je puisse les tester et tout ça. Et là a commencé le travail de sélection des bases. Enfin, d'abord j'ai sélectionné ma filature, donc en fonction des échanges que j'avais eu avec eux, avec les différents contacts que j'avais. Donc j'ai sélectionné ma filature et là j'ai ensuite travaillé sur les bases. Donc là c'était le dilemme, le gros dilemme qui était de soit sortir deux bases, donc une Merino Fingering et une mohair soie, mais du coup de pouvoir potentiellement créer plus de couleurs, ou alors sortir tout de suite trois bases, donc mohair soie, Merino Fingering et Merino Deca, et du coup de limiter le nombre de couleurs parce que plus de bases, donc en termes de budget pour la première production ça rentrait pas. Fin de suspense, j'ai choisi de sortir trois bases tout de suite parce que je voulais en fait qu'on puisse tricoter un maximum de mes patrons avec ma laine. Déjà pour moi refaire les samples, mais aussi pour les clients qui me demandaient quelle laine utiliser pour tel patron et tout ça. Du coup j'ai privilégié de sortir tout de suite trois bases, qui était un gros pari quand même. Mais voilà, je sais que les trois vous plaisent beaucoup, et notamment la Deca là en ce moment est fort demandée, donc je ne regrette absolument pas mon choix. Et là donc pour la sélection des bases, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait envoyer plusieurs qualités pour choisir. Donc en mohair soie par exemple il y a la Fine Kid Mohair, la Super Kid Mohair, tout ça, enfin bref il y a plusieurs qualités qui sont en fait la finesse de la fibre et qui rend la douceur, enfin qui rend la fibre plus ou moins douce. Pareil en mérino, j'ai testé aussi des bases de mérino nylon par exemple. Enfin voilà, l'idée c'était de pouvoir varier un petit peu et de faire ma sélection. Je suis partie sur trois bases qui sont pour moi des indispensables en fait pour une marque de laine. Donc la Merino 100% Merino Superwash en fingering et en Deca, et la mohair soie donc qui est 72% mohair et 28% soie de mûrier. Donc les trois bases sont certifiées cruelty free, mulesing free, et elles sont produites dans le respect des animaux comme des hommes, puisque y compris sur la partie teinture on a des labels qui sont décernés, enfin des normes qu'il faut respecter, et notamment le REACH standard qui permet en fait de garantir qu'il n'y a pas eu de produits nocifs utilisés pour l'environnement et pour les hommes qui manipulent les teintures. Donc voilà pour la sélection des bases. Ce que j'ai fait c'est que quand j'ai reçu en fait les différentes bases que j'avais demandées, j'ai d'abord tricoté des échantillons que j'ai lavés plusieurs fois pour voir si la laine boulochait. Je les lavais plus ou moins fort, je les lavais à la machine à laver. Je les ai un peu maltraités pour voir comment évoluer en fait la fibre. Et ensuite j'ai commencé à tricoter des petits patrons avec. L'idée c'était de pouvoir voir comment elle réagissait au tricot, si la laine permettait de travailler une belle variété de points, quelle était la définition, enfin voilà. Et à l'époque j'avais que les crus, du coup la laine non teinte.
Donc j'ai fait pas mal de patrons en écru. Je les ai pas tous pris là, mais j'ai pris les premiers que j'avais fait. Donc un des premiers que j'ai fait, c'était le petit bloomer du set gaufrette que j'ai fait pour ma fille pour sa naissance. Est-ce qu'il va... Hop. La luminosité est pas incroyable aujourd'hui, mais on est dans le nord de la France, hein, donc l'hiver arrive déjà. Il va falloir s'habituer à ce genre de luminosité. Et ensuite j'ai fait également un bonnet qui est le bonnet Brédelleux, qui est un bonnet avec un point étoile qui est magnifique, donc texturé et hyper moelleux. Hop, avec un revers de côte, et lui je l'ai tricoté en DK plus mohair, donc autant vous dire qu'il est très chaud et très doux et que j'ai bien hâte de pouvoir le porter cet hiver. Donc ça c'était pour la sélection des bases. Ensuite il a fallu travailler sur les couleurs. Et là, donc la manière dont j'ai travaillé, c'est que j'ai créé une palette de couleurs sur Pantone. Et avec ces Pantone, donc moi je les ai envoyés à la filature et eux ils ont travaillé sur les couleurs en fonction de ça, en faisant parfois plusieurs déclinaisons de la même couleur pour voir si s'il y avait une nuance que je préférais par rapport à une autre, etc. Et voilà, c'était le gros travail pour la création de la gamme. C'est la partie que je préfère évidemment parce que c'était hyper intéressant. Autant vous dire que les jours où je savais que mon colis arrivait, j'étais comme une dingue derrière ma fenêtre à guetter mon facteur toute la journée. Une fois il n'est pas passé le jour dit, il est passé le lendemain et bref, ça m'a mis dans un état, parce que j'étais trop pressée en fait de recevoir mes couleurs. En fait je vous ai pris du coup des petits échantillons. Donc on a travaillé sur la palette de couleurs, j'ai travaillé sur la première palette de couleurs et ensuite j'ai affiné avec ma chère Élise qui m'aide sur plein de choses pour le Lila Fée et voilà, qui m'a aidé à affiner un peu cette palette. Et en fait donc j'ai reçu de la filature des échantillons comme ça. Hop. Donc à chaque fois sur les 3 bases pour que je puisse voir un peu le rendu que ça donne sur les différentes matières. Parce que évidemment la teinture ne prend pas pareil sur du mohair soie ou sur du 100% mérino. Donc voilà le type d'échantillon que je recevais et qui me permettait qui me permet toujours là avec les nouvelles couleurs de valider la production d'une couleur ou pas. Donc il y a certaines couleurs, typiquement le antique, celui-là, ou le miel, qui était parfaite tout de suite au premier essai, qui était exactement dans ce que je voulais. Et puis il y en a d'autres qu'on doit refaire parce que c'est pas exactement la nuance que j'avais en tête et tout. Donc voilà, c'est un travail après d'échange avec la filature pour arriver vraiment à ce que je voulais. Et notamment une couleur qui nous a demandé beaucoup d'essais, beaucoup de corrections, c'est celle-ci, c'est Sable. Donc c'est un beige qui a l'air tout simple comme ça, et en fait je voulais un beige mais qui tire pas sur le jaune. Donc vous voyez, celui-ci il tire un petit peu vers le rosé, il est plus vers le rose que vers le jaune, et c'est exactement ce que je voulais. Et tous les essais qu'ils m'ont fait au début étaient tiraient plus vers le chaud, et ça me plaisait pas. Donc je l'ai fait refaire un certain nombre de fois, y compris d'ailleurs le gris perle qu'on a fait refaire 2 fois je crois, et le sable un petit peu plus. Mais je voulais vraiment voilà, je voulais vraiment la nuance pile que j'avais en tête. Donc c'est pas toujours facile en travaillant surtout par Pantone, donc c'est quand même
voilà, l'interprétation des couleurs est propre à chaque personne, donc sur certaines ils ont tapé dans le mille tout de suite et sur d'autres bah voilà, il y a eu plusieurs échanges avant d'aboutir à vraiment la couleur qui aujourd'hui est en vente. Et d'ailleurs, petite galère qu'on a eue sur Sable, c'est que du coup le dernier essai était bon, je l'ai validé et tout. Ils ont lancé la production de toute la gamme de couleurs. Donc il y avait 8 couleurs pour commencer, donc ce qui est quand même déjà une belle gamme. Et quand j'ai reçu... Alors déjà, retard sur la production, enfin bref, voilà, normal, hein. Donc retard sur la production, et moi j'étais en fin de grossesse et je voyais cette date qui s'allongeait, qui s'allongeait, qui s'allongeait, qui se rapprochait de la naissance de ma fille. Enfin de ma date de terme, parce que je connaissais pas sa date de naissance évidemment, mais je voyais que ça se rapprochait dangereusement de ma date de terme, donc j'avais un peu peur. En parallèle, j'avais commencé à travailler avec un ESAT qui s'occupe de tous mes envois de colis et aussi du stockage de tous mes produits. Donc bon, ça c'est peut-être un sujet sur lequel je reviendrai un jour plus en détail, mais j'avais commencé à travailler avec les ESAT et ça se passait super bien. Et au moins je savais que les palettes arrivaient directement chez eux et que j'aurais pas à porter les palettes de laine enceinte de 9 mois quoi. Donc déjà sur ce sujet là j'étais rassurée, mais sur la mise en ligne il y avait encore pas mal de choses à faire. Donc il y avait toute la communication autour des laines à créer, expliquer ce que je viens de vous expliquer mais en plus succinct pour Instagram. Faire les photos, donc il fallait que j'envoie à ma photographe Agathe pour qu'elle puisse faire les photos d'ambiance, les packshots du site et tout ça. Et puis après il y avait la création de toutes les pages produits, tout ça sur le site. Donc il y avait encore pas mal de travail sur les laines que je ne pouvais pas faire tant que je les avais pas reçues. Et du coup voilà, je commençais à avoir un petit peu peur sur la date de réception. Et j'avais raison, puisque les laines sont arrivées, elles sont arrivées, j'avais accouché depuis 2 jours je crois. Donc moi j'ai accouché le 28 mars et je pense qu'elles sont arrivées le 30 à l'ESAT, quelque chose comme ça. Donc c'était voilà, c'était un peu tout en même temps, c'était l'effervescence il y a 6 mois du coup. Et voilà, c'était comme ça, de toute façon j'avais pas le choix, donc il a fallu que je bosse à la maternité pour faire mes fiches produits et tout ça sur le site. Et puis en sortant de la maternité, entre la maternité et chez nous, on a fait un arrêt par les ESAT pour que j'aille chercher mes laines pour pouvoir les envoyer à Agathe et tout. Donc c'était un petit peu sport cette partie-là, mais bon ça s'est fait. Donc pour vous raconter aussi un petit peu voilà, les galères d'organisation qu'il peut y avoir derrière, et notamment je vous racontais ça par rapport à Sable parce que quand j'arrive à l'ESAT, j'ouvre tous les cartons, je vérifie toutes mes couleurs et tout, et là je me rends compte que Sable a été teint de la bonne manière sur le mohair, mais que Merino Fingering et Merino Deca, c'est pas la teinte que j'ai validée quoi. Donc là, gros moment de doute, j'envoie tout de suite un message à la filature et en fait ils se sont plantés et on a fait tellement d'essais pour Sable qu'ils ont teint la mauvaise nuance sur les 2 bases Merino. Voilà, donc là c'était la déception on va dire du moment de la réception. En plus de ça, j'avais commandé beaucoup de Merino Fingering Sable parce que mon amie Mélanie qui fait les box du fil à retordre avait sélectionné cette couleur pour sa box qui sortait le mois d'après je crois. Donc en plus on était hyper short en timing et il fallait absolument qu'elle puisse faire ses box avec ce coloris là. Sauf que comme elle fait beaucoup de box, ça demandait beaucoup de laine et du coup j'avais commandé spécialement plus de ce coloris pour anticiper les quantités qui partaient pour ces box.
Donc je vous laisse imaginer la galère. Il se trouve que finalement la teinte qui avait été produite lui plaisait et qu'en plus finalement ça s'accordait bien avec les 2 autres couleurs qu'elle avait choisies et voilà, ça faisait un bon match. Du coup ça tombait bien, on a dû les renommer, Mélanie les a réétiquetés en dernière minute parce que par contre on ne pouvait pas les laisser étiqueter sable puisque c'était pas la teinte qui serait en ligne après sur le site. Donc finalement c'est devenu crème. Donc il y a eu un coloris qui a été envoyé uniquement pour les box de Mélanie qui s'appelle crème et qui finalement était un essai de sable, un des premiers essais de sable. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais c'est pas toujours... il y a toujours des petites galères hein, sur les productions, surtout de ce volume là. C'est jamais très simple. Donc voilà. Et donc là actuellement, donc les premières couleurs qu'on avait lancées, je vais vous les montrer. Donc il y avait écru, sable, le bon qui a été reproduit dans le bon coloris. Il y a perle, donc un gris hyper doux. Miel. Voilà, je vais les mettre de côté parce que je n'ai pas assez de place dans mes mains pour toutes vous les montrer d'un coup. Ensuite, dans les premiers coloris, donc il y en avait 8 au total. Il y a Antique qui est entre le vieux rose et le camel. Enfin c'est un coloris vraiment... vraiment à part. Je ne connais pas d'équivalent et ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais. Je vous expliquerai après un peu plus le choix de mes couleurs, mais voilà. Ensuite on a Kaki, Nuit et Syrah qui est entre le bordeaux et le marron. Typiquement la couleur du dépôt du vin que vous avez dans votre verre, c'est exactement ça. Donc pareil, c'est une couleur assez originale, pas dans le sens extraverti parce que ça reste une couleur assez sobre et facilement portable, mais originale dans le sens où c'est pas le genre de couleur qu'on voit partout. Et c'était un peu l'objectif dans la création de mes premiers coloris. Je voulais qu'il y ait à la fois des coloris clairs et des coloris foncés, avec un accent particulier sur les coloris foncés parce que je trouve qu'en laine industrielle ça a particulièrement du sens. Parce que ça nous permet d'obtenir des couleurs pleines et moi personnellement, mais après c'est un goût tout à fait... voilà, chacun son avis là-dessus, mais moi personnellement je suis pas fan des laines foncées en teinture artisanale parce que je trouve qu'il y a toujours des petites taches blanches dessus ou des petites taches plus claires et ça fait du pooling et c'est pas... voilà, c'est pas ce que j'aime. Donc je trouvais que les teintes foncées en teinture industrielle avaient particulièrement du sens. Donc voilà pour la création et je vous disais oui je voulais un petit peu de clair, un petit peu de foncé. Je voulais qu'on puisse faire des mélanges sympas aussi avec mes laines. Donc là typiquement je porte un pull qui sortira bientôt et dont je vous reparlerai bientôt, qui est tricoté en sable et en Syrah. Et donc ça s'accorde super bien pour un jacquard. Il y a quand même des teintes, notamment ces trois là pour un fond de jacquard ou pour une marinière. Il y a de quoi vraiment s'éclater à mixer un peu les coloris. Et c'est ce que je voulais. Je voulais aussi qu'il y ait un petit peu de toutes les familles de couleurs. C'est pas évident quand on sort que 8 coloris de pouvoir avoir une palette qui à la fois soit assez variée mais qui se complète bien. Enfin voilà, il y a un vrai travail derrière pour avoir une cohérence dans la gamme et je suis
honnêtement très fière de ce que j'ai fait et de ce qu'on a fait avec Elise qui m'a quand même aidée là-dessus parce que je trouve que le pari est réussi sur la création des coloris et j'ai très souvent ce retour de c'est des coloris qu'on voit pas partout et ça vous pouvez pas me rendre plus heureuse quand vous me dites des choses comme ça. Voilà, et notamment voilà, le kaki par exemple, c'est un vrai kaki que j'avais beaucoup de mal à trouver en tant que cliente, donc je suis très contente d'avoir créé mon kaki parfait. Donc ça c'était pour les 8 premiers coloris. Et ensuite on a créé 3 nouveaux coloris pour l'automne. Alors les premiers coloris qui sont sortis à l'origine devaient sortir en février. Donc j'étais partie sur des couleurs un peu hivernales entre guillemets, donc des couleurs assez foncées et vous voyez comme le syrah, le kaki, le miel qui fait très un peu automne, mais voilà c'est des couleurs qu'on porte facilement en automne-hiver. Sauf qu'avec les décalages, les laines sont sorties en avril. Alors j'ai aucun regret sur le choix de mes coloris parce que comme je vous disais, je trouve que ça, voilà, ils vont très bien ensemble, ça fait une jolie gamme, puis ça représente un petit peu toutes les familles de couleurs. Mais c'est vrai que le choix des couleurs a pu peut-être paraître surprenant pour une sortie en avril. Il faut savoir que c'était pas du tout la date de sortie prévue à l'origine, donc c'est voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de coloris plus printanier que ça finalement au moment de la sortie de la gamme. Et puis après j'ai réfléchi donc aux futures couleurs, donc sachant que c'est sorti en avril, je voulais pas sortir de nouveautés couleurs en été, mais je préférais me concentrer sur l'automne et l'hiver. Et j'avais fait tester déjà beaucoup de couleurs en fait sur les premiers échanges avec la filature. J'avais fait tester beaucoup plus de couleurs que ce qui est sorti là. Et donc il y a certaines couleurs que j'avais mis de côté pour les sortir et ensuite j'ai refait d'autres essais pour l'automne-hiver. Et voilà les 3 coloris qui sont sortis cet automne, qui sont sortis là il y a une semaine, c'est ça. Donc là pour le coup, j'ai volontairement choisi des coloris assez clairs et lumineux parce que déjà c'est complètement la tendance de cet automne et c'est complètement les envies que j'avais pour cet automne et je trouvais que ça complétait bien la gamme qui avait peut-être un peu plus de coloris foncés et qui manquait de certaines couleurs. Donc ici on a Sauge qui est un vert d'eau vraiment qui est magnifique et je n'avais pas de vert dans ma gamme donc c'était l'occasion d'en sortir un qui reste dans mes teintes donc assez douces. Je pense pas qu'il y aura un jour de vert pétant dans ma gamme parce que c'est pas mon univers. Voilà, et ensuite j'ai créé Figue qui est un parme un peu grisé. Donc ça c'est pareil, des violets, il n'y en avait pas dans la gamme donc c'était l'occasion d'en sortir un et c'est complètement la tendance de cette année donc voilà pour ces 2 coloris qui sont venus rejoindre la gamme dans les 3 bases. Et le 3e coloris est très particulier puisque c'est un coloris qui est issu en fait du projet collaboratif Patreon 2022. Donc le projet collaboratif, ça fait 2 ans que je le fais. L'année dernière on a créé par des différents sondages, on a créé ensemble avec les personnes qui me suivent sur Patreon un patron de tricot. Donc c'est le pull cannelé qui est disponible sur Ravelry et sur mon site. Et cette année je me suis dit que ce serait sympa de créer ensemble un coloris pour la gamme de laine. Donc l'idée c'est que d'abord on est parti de coloris froid ou coloris foncé, ensuite on a affiné par famille de couleurs, par teinte,
coloris froid ou coloris chaud, pardon, j'ai dit n'importe quoi, froid ou chaud, famille de couleurs, ensuite plus ou moins clair. Et ensuite j'ai fait plusieurs propositions. Ensuite on a reçu les échantillons de la filature et j'ai fait un sondage pour choisir parmi les échantillons. Ensuite on a choisi, j'ai fait un post pour appeler aux propositions de noms. Et ensuite j'ai fait un sondage avec les propositions qui avaient été faites. Donc tout ce coloris a été créé de A à Z en collaboration avec les personnes qui me suivent sur Patreon. Donc c'est un coloris qui a une valeur toute particulière et qui s'appelle Hérisson. Voilà. Donc c'est un marron glacé, un peu grisé, on pourrait dire un peu taupe. C'est typiquement le genre de coloris dont je vous parlais tout à l'heure qui a l'air sobre et simple comme ça et qui en fait est un coloris qu'on voit pas partout. Et donc je suis très contente d'avoir créé ce coloris en collaboration avec les personnes qui me suivent sur Patreon. Voilà pour Hérisson. Je crois que je vous ai dit à peu près tout. Je me suis fait des petites notes quand même pour rien oublier. Mais je crois que je vous ai un peu tout raconté sur la création de cette gamme de laine. J'espère que ça vous aura intéressé et d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous l'aurez compris, c'est pas... voilà, on crée pas une gamme de laine comme ça sur un coup de tête. Il n'y a rien qui est laissé au hasard sur cette création, que ce soit du choix de la filature, du choix des bases, du choix des coloris, enfin de la création des coloris, mais aussi la forme de la pelote, les étiquettes, enfin tout est créé sur mesure. La forme de la pelote par exemple c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais moi c'était hyper important pour moi parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus quand je tricote des pelotes qu'une pelote qui se délite au bout de 2 minutes parce que elle est bobinée trop lâche. Ça m'énerve trop. Franchement c'est un truc qui m'insupporte. Et du coup je voulais trouver le bon équilibre entre... Alors faut pas les bobiner trop serrées parce qu'après ça abîme la fibre. Trop lâche ça se délite. Et du coup il a fallu trouver le bon équilibre entre tout ça. Et je suis trop contente parce que pareil dans les retours que j'ai des personnes qui ont déjà tricoté les laines, j'ai beaucoup de personnes qui disent qu'est-ce que c'est agréable une pelote qui se tient jusqu'au dernier mètre. Et voilà, c'était encore une fois pas un hasard puisque tout a été pensé pour que ce soit le plus agréable possible à tricoter. Voilà. Les axes de développement pour cette gamme de laine, pour l'instant je suis en plein doute. Quand on est créateur, créatrice, qu'on travaille à son compte, je pense que c'est quelque chose de naturel et de sain d'avoir tout le temps des doutes et de se remettre en question et tout ça. Et là c'est le cas parce que je suis très contente de la gamme qui a été créée. Je suis très contente des retours et puis je suis contente que ça vous plaise, l'engouement est là donc j'en suis très heureuse. Maintenant la question c'est quel axe donner au développement futur. À savoir que là il y a 11 couleurs dans la gamme, il y en aura 3 de plus fin novembre donc ça portera la gamme à 14 couleurs qui est déjà pas mal pour même pas un an d'existence. Et là la grande question c'est développement d'une nouvelle base ou développement de nouvelles couleurs. Donc ça c'est une question que j'ai pas encore tranchée. J'ai déjà fait tester les couleurs de printemps et d'été. Elles sont déjà validées s'il faut les faire produire. Donc j'ai déjà des belles teintes qui peuvent compléter la gamme. Mais c'est vrai que le lancement d'une nouvelle base est tentant aussi. Donc voilà, c'est un dilemme que je vais devoir trancher dans les semaines à venir pour savoir quel développement donner à ma marque de laine pour le printemps-été là qui arrive.
Donc voilà, vous savez tout je pense sur la création d'Hélène. Comme je vous le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas aussi à me dire quel type de vidéo vous souhaiteriez voir sur cette chaîne, parce que je vous disais, j'aimerais vous offrir une variété de formats assez importante et ne rien m'interdire entre guillemets. Et du coup ça m'aiderait de savoir ce que vous aimez voir en fait, ce que vous aimez regarder. Est-ce que ce type de vidéo ça vous plaît? Est-ce que vous préférez finalement les podcasts comme avant? Est-ce que les vlogs ça vous plaît? Voilà, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à m'aiguiller. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end parce que je pense que ce sera posté dimanche. Et puis je vous dis à très vite pour plus de vidéos.